ta chambre, elle avait mis du papier peint façon donjon médiéval. C'était une mère abusive et étouffante. Il y avait plein de jouets sexuels et des menottes. Ma mère, âgée d'une quarantaine d'années, avec un gamin de moins de 20 ans, c'est assez malsain. Il n'y a pas pire trahison. Police secours, je vous écoute. Il y a eu des coups de feu, un meurtre apparemment au carrefour de la 8e avenue et de la 188e rue. Un homme a été poussé hors d'une Mustang noire, puis on lui a tiré dessus 3 fois. Il a été poussé hors de la voiture arrêtée au carrefour. J'ai entendu 3 autres coups de feu, puis la voiture a redémarré en direction de l'est. J'étais en route pour le boulot quand j'ai pris l'appel. Un homme d'un certain âge, inconscient, blessé d'une balle dans la tête. Ça venait de se produire et je devais me rendre sur place. Au niveau de la 188e à Des Moines, pile au carrefour avec la 8e avenue. Il y avait eu une fusillade et un corps avait été jeté sur la chaussée. Le conducteur a été poussé dehors par quelqu'un qui a pris la fuite au volant d'une Mustang noire. Le cœur ne bat plus. Les adjoints du shérif avaient délimité un périmètre de sécurité. Il y avait une mare de sang. L'homme gisait sur le ventre. La blessure à la tête était fatale. Les 3 balles dans le dos avaient été tirées par sécurité, si on peut dire. Un pirate de la route a abattu un homme de 61 ans, Ron Whitehead, et l'a poussé hors du véhicule comme l'a vu un témoin. Ron avait 61 ans. Il travaillait chez Boeing depuis 42 ans. C'était un homme respectable, honnête, très attaché à sa famille. Comme tous les matins de la semaine, il avait suivi sa routine habituelle. Puis il était descendu au garage, était monté dans sa Mustang noire et était parti au boulot. À première vue, c'était un braquage qui avait mal tourné. Le téléphone a sonné. Au bout du fil, un policier m'a expliqué qu'il était arrivé quelque chose à mon père. Il avait été abattu. Je devais me rendre chez lui immédiatement. Alors, j'ai allumé la télé et j'ai vu quelqu'un qui gisait au milieu du carrefour. J'ai su. C'était insoutenable. Mon père a épousé ma mère en 1966. Ils avaient eu mon frère, puis moi. Ils avaient divorcé et mon père avait rencontré et épousé Velma Ogden dans les années 90. Velma avait 2 enfants d'un premier mariage, Angela et John. Mon père les considérait tous les 2 comme ses enfants. Il les aimait et aurait tout fait pour eux. « 17 heures plus tard, la voiture n'a toujours pas été retrouvée et de nombreuses personnes viennent déposer des fleurs sur le lieu du crime. Les camions des médias étaient garés en face de la maison. La police était là. Ça grouillait de monde. Je n'arrivais pas à pleurer. Je ne pouvais pas m'effondrer. Je devais essayer de calmer tout le monde.
Ce n'est que tard ce soir-là que je me suis écroulée par terre dans la salle de bain, malade physiquement, en larmes. On espérait que la police recevrait des informations, des tuyaux ou des pistes qui lui seraient utiles. On a décidé de donner une conférence de presse. J'espère que cet individu va se manifester et se rendre. C'était absolument déchirant. Comment une telle chose avait-elle pu arriver à une famille comme celle-ci? Ma belle-mère, Velma, pleurait toutes les larmes de son corps. Il s'est penché vers moi pour me dire au revoir et m'a embrassé en disant « Je t'appelle plus tard ». Il est sorti, je lui ai fait un signe par la fenêtre. Il n'est jamais revenu. Mon beau-père, Ron, a probablement sauvé ma mère. Son premier mariage avait été très dur, très instable. J'avais vu et entendu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir ni entendre. Je ne saurais même pas comment exprimer ce qu'elle avait enduré. Mon père était complètement différent. Il lui a apporté la sécurité, un foyer où ses enfants et elle seraient en sécurité. Il nous a accueillis sans réserve et nous a élevés comme ses propres enfants. Velma et Ron sont mariés depuis 10 ans quand Ron est tué. Velma travaille dans un garage. Elle mène une vie de banlieusarde typique entre son lieu de travail et sa maison. Velma était quelqu'un de très sociable. Elle était très bavarde. Je dois tenir d'elle. Elle pouvait passer des heures au téléphone à discuter avec moi. C'était une mère très engagée. À l'école, elle faisait du bénévolat à la cantine et surveillait les élèves à la récréation. On formait la famille idéale, comme on en voit à la télé. L'été, on faisait des barbecues dans le parc. On allait à la mer quand on était petit. On était une famille américaine typique. La peur de l'inconnu s'est emparée de la région de Seattle. Un pirate de la route meurtrier était en liberté. Est-ce qu'il ou elle n'allait pas recommencer? C'est super flippant. Ça pourrait arriver à tout le monde. Personne ne savait où se trouvait cet individu, où se trouvait la voiture. C'était angoissant. Il est essentiel d'arrêter cette personne avant qu'elle ne nouvelle victime et avant que les indices ne soient détruits. C'est alors que la voiture est repérée, abandonnée sur le parking d'un établissement de soins. Les enquêteurs passent au crible tout le véhicule à la recherche d'indices déterminants. La police a interrogé un membre du personnel de l'établissement qui se rappelait avoir vu la Mustang sur le parking et un individu d'environ 1,75 m, vêtu d'un sweat à capuche rabattu sur la tête, s'éloigner du véhicule. Les inspecteurs du comté de King sont encore en train d'analyser les indices trouvés à l'intérieur, mais rien n'a permis d'identifier un suspect et le temps presse. Le temps passe. Le tueur court toujours. Et la famille commence à désespérer. Si quelqu'un connaît le responsable ou a entendu des choses, même de simples rumeurs, qu'il se manifeste. La famille Whitehead demande justice pour Ron. Personne ne peut se cacher. Elle n'arrive pas à croire qu'après tout ce temps, personne ne sache rien.
Pourtant si. La police a découvert que Velma avait une liaison avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Velma faisait croire à tout le monde qu'ils formaient un couple parfait. Mais quand les enquêteurs commencent à creuser un peu, la réalité s'avère bien différente. L'année dernière, on a eu des problèmes. Il m'ignorait complètement. Il passait son temps à regarder des films porno sur son ordinateur. J'étais jalouse de son ordi. En interrogeant les collègues de Velma, on a compris assez clairement qu'elle était particulièrement proche de l'un d'entre eux. Velma avait 47 ans. Ce garçon était beaucoup plus jeune qu'elle et elle couchait avec lui à l'insu de Ron. Ça a éveillé nos soupçons. L'amant de Velma était-il impliqué dans le meurtre de Ron? Quand on l'avait interrogé juste après la mort de son mari, Velma avait nié avoir la moindre relation extra-conjugale. Alors forcément, les inspecteurs se demandent pourquoi elle a menti. On a interrogé son amant, qui a nié toute implication. Et comme il avait un alibi solide le jour du meurtre, on l'a éliminé de la liste des suspects. En poussant Velma dans ses retranchements, la police a aussi appris qu'elle et Ron avaient des problèmes financiers. Le bruit courait que Velma était très dépensière. Ron lui avait pris ses cartes de crédit. Elle était furieuse de ne pas pouvoir s'acheter ce qu'elle voulait. Mais après la mort de Ron, les soucis financiers de Velma se sont envolés. Elle s'est empressée d'encaisser, entre autres, l'assurance vie souscrite par Ron. Millionnaire du jour au lendemain. Quelque chose clochait chez Velma Ogden Whitehead. Mais quoi? Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Son fils John avait 16 ans. Il était inhabituellement proche de sa mère. C'en était même assez dérangeant. Depuis qu'il était petit, elle le traitait un peu différemment, comme s'il était en sucre. John était son bébé. Elle ne le lâchait pas d'une semelle et lui accordait toute son attention. Velma était folle de John. Un soir qu'on dînait dehors, quand les plats sont arrivés, elle ne l'a même pas autorisé à couper sa viande tout seul dans son assiette. Je me souviens avoir pensé, il a pourtant l'âge de se débrouiller. Elle contrôlait tout, même quand ce n'était pas nécessaire. À l'adolescence, mon frère a eu de mauvaises fréquentations. Il y avait de la drogue, de l'alcool. Il traînait le soir et faisait sûrement des trucs interdits. Mais Velma le protégeait et lui permettait de faire ce qu'il voulait. Plus conservateur, Ron était partisan de lui inculquer une certaine discipline, tandis que Velma passait son temps à le dorloter. Je pense qu'au fil des ans, c'est un lien dont elle-même avait fini par devenir dépendante. Les indices retrouvés sur la scène de crime à côté du corps de Ron sont 3 douilles à l'endroit où la voiture s'était arrêtée.
Ce sont celles d'un pistolet semi-automatique russe Makarov. Une marque qu'on ne trouve pas facilement. La police remarque un autre détail inhabituel dans ce meurtre. Elle constate que rien n'avait été pris dans le véhicule et que l'argent liquide que Ron avait sur lui n'avait pas été volé. Ron Whitehead avait emporté un sac qui contenait des objets de valeur, dont un ordinateur portable et son mobile. Le genre de choses que des voleurs emportent généralement lors d'un braquage. Mais là non. C'est ce qui a commencé à remettre en cause la théorie du pirate de la route. En vérifiant les antécédents de Ron, les inspecteurs ont découvert qu'il possédait 2 pistolets Makarov. Tout le monde s'est dit « Oh, c'est énorme ». Il avait été tué avec un de ces pistolets. Ils ont demandé à Velma si mon père avait des armes à la maison, car il voulait les emporter. Velma leur a remis un Makarov et la boîte vide qui contenait le second. Un des 2 pistolets de Ron Whitehead avait disparu. Velma ne savait pas où il était. Ce n'était pas dans ses habitudes d'avoir une arme sur lui, que ce soit au boulot ou ailleurs. Il est probable que le Makarov manquant soit l'arme du crime. La conclusion s'impose d'elle-même. Le tueur s'était trouvé dans la maison à un moment ou un autre. L'affaire prend alors un tour complètement nouveau. Est responsable de la mort de son beau-père. Le test polygraphique était un moyen de vérifier s'il nous mentait ou non. C'est la fille de Ron Whitehead, Kimberly, qui nous a amené John. On ne voulait pas que Velma soit présente. On soupçonnait qu'elle exerçait sur lui une influence certaine. J'ai accompagné John pour le test, parce que je pensais qu'un adulte devait être à ses côtés, puisqu'il était mineur. Mais aussi et surtout parce que c'était ma famille. C'était mon demi-frère et je voulais veiller sur lui. Je me faisais du souci pour lui. Ce test l'inquiétait. Je m'attendais à ce qu'il échoue. Je pensais qu'il nous cachait quelque chose. Mais il a réussi. On l'a donc écarté de la liste des suspects du meurtre de Ron Whitehead. À ce stade, la police est à court d'indices. L'enquête est au point mort. C'était un échec. On n'avait pas élucidé l'affaire. La date anniversaire du meurtre de Ron approchait. L'inspecteur Doe décide de reprendre contact avec Velma. Il lui demande de lancer un nouvel appel à l'aide dans les médias. Je m'appelle Velma Whitehead. Acceptez-vous qu'on mette une affichette Crime Stoppers dans votre vitrine? Elle s'est adressée au tueur, lui demandant d'avoir le courage de se rendre. Ne soyez pas lâche, rendez-vous. Où que vous soyez, on vous retrouvera, même si ça doit prendre 50 ans. J'ai trouvé sa façon de s'exprimer très bizarre. Cela ne semblait pas du tout naturel. On s'est rendu chez les Whitehead. Velma nous a fait entrer. En voyant Kimberly, Angela et elle assises sur le canapé, j'ai pensé, il y a un truc qui cloche. Nous, on vit tous les jours avec le fait qu'il n'est plus là.
Mais cet individu doit vivre tous les jours avec le fait d'être un meurtrier. Pour qui est-ce pire? En apparence, Velma est l'image même de la veuve éplorée. Mais ce qui se passe dans l'intimité de la maison est totalement différent. À l'époque, j'étais déjà partie. Je ne vivais plus avec eux. Mais je passais les voir. John allait au lycée. Il habitait à la maison. J'avais déménagé à ce moment-là, mais j'ai constaté que son comportement avait changé. À la mort de Ron, Velma a hérité d'un pactole. Une des premières choses qu'elle a fait avec cet argent est de renouveler entièrement sa garde-robe, de changer de coiffure et de style. Elle se maquille beaucoup. Les voisins et ses amis remarquent qu'elle s'habille et se coiffe de manière à paraître plus jeune. Elle achète du mobilier, un jacuzzi. Elle fait des cadeaux à son fils et à son amant. Ils ont été fêter le Nouvel An à Las Vegas. Elle claque tout l'argent de l'assurance vie de Ron. Elle se voit comme une femme fascinante et séduisante, une femme du monde. Exit la femme au foyer et l'épouse de Ron Whitehead. Elle veut se montrer beaucoup plus jeune et plus branchée qu'elle ne l'était du temps où elle vivait avec Ron. Chez elle, c'était toujours la fête. Mon frère passait son temps à inviter ses copains. Velma fait la fête avec tous ses adolescents. Il y avait de la drogue. Il se passait plein de trucs. C'était dans un désordre indescriptible. On se serait cru dans un dortoir d'étudiants. Le bruit courait qu'elle avait une relation avec un des copains de mon frère. Le nouvel amant de Velma était un copain de classe de John. Il n'avait pas plus de 17 ou 18 ans. Elle s'est mise à décorer sa maison dans un style très sombre, très gothique. Son petit copain était un fan du jeu Donjons et Dragons. Alors dans sa chambre, elle avait mis du papier peint façon donjon médiéval. Dans sa chambre, elle avait plein de jouets sexuels, des vibromasseurs et des menottes. Ma mère, une femme d'une quarantaine d'années, avec un gamin de moins de 20 ans. Ça m'a dégoûtée quand je l'ai appris. Je savais que quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Il fallait que je reprenne l'enquête à zéro. On a décidé de repasser la Mustang au crible. La banquette arrière est rabattue vers l'avant et l'ouverture donne sur le coffre, ce qui étonne la police. Je me souviens très bien qu'au moment où j'ouvrais le coffre, le technicien a dit « Hé, on dirait l'empreinte d'une paume, là !» Il était possible que cette empreinte ait été laissée par quelqu'un qui aurait poussé le dossier de la banquette pour la rabattre et se faufiler dans l'habitacle. Cette découverte a confirmé notre théorie du tueur caché dans le coffre. Or pour ça, il fallait qu'il se trouve déjà à l'intérieur de la maison. Mais l'empreinte palmaire n'appartient ni à John Ogden, ni à un autre membre de la famille. Il fallait absolument découvrir à qui elle était. L'inspecteur Doe examine une nouvelle fois les relevés téléphoniques de tous les proches de Ron Whitehead. Il remarque alors de nombreux échanges entre le mobile de John et un autre téléphone.
Quelques heures avant le meurtre de Ron Whitehead, il y a un total de 53 textos échangés entre le mobile de John Ogden et un numéro inconnu. Il s'avère que ce téléphone prépayé est le vieux mobile de John, qui a été rechargé et rallumé 2 jours seulement avant le meurtre par sa mère, Velma Whitehead. Velma et John sont convoqués au commissariat et entendus dans des pièces séparées. Au même moment, Wilson Seyatchak est interrogé au centre pour mineurs où il est détenu. Wilson Seyatchak m'a pris de court. Je savais qu'il avait 17 ans, mais il n'était pas du tout impressionné par le fait que la police vienne lui poser des questions. Vous cherchez à me coller un meurtre sur le dos? Êtes-vous impliqué dans la mort du père de Jonathan? Vous savez ce que je dis à ceux qui racontent ça? Wilson reconnaît néanmoins que John Ogden lui a prêté un mobile dont il s'est servi. Fort des renseignements fournis par Wilson, j'ai interrogé Velma. Elle sait que la police se rapproche. Au cours de son interrogatoire, elle charge John et Wilson. Je sais que mon fils a une part de responsabilité, mais j'ignore dans quelle mesure il est impliqué. Puis, au fil de l'interrogatoire, elle finit par admettre qu'elle était peut-être au courant d'un plan pour braquer Ron. Wilson avait dit que s'il lui piquait la voiture, ça rapporterait plus et que l'assurance rembourserait plus rapidement. Alors, je les ai seulement autorisés à voler la voiture. D'après elle voulait seulement que Ron soit tabassé. Elle n'avait jamais voulu qu'il soit tué. Il n'était pas censé lui faire de mal. J'avais dit à John, ni armes, ni violence. Je croyais qu'il m'écoutait, qu'il avait assez de respect pour moi pour m'obéir. Elle a balancé son propre fils pour se préserver. Il fallait réinterroger John Ogden. Il nous a demandé ce qu'on lui voulait puisqu'il avait réussi le test polygraphique. Il avait réussi, qu'est-ce qu'on avait à lui dire? Ça l'inquiétait et il s'est mis à parler. Je sais que ma mère était furax après lui, vraiment furax. Mais elle ne voulait pas divorcer. Elle voulait qu'il sorte de sa vie, qu'il se fasse braquer par exemple. Alors, je lui ai dit que je connaissais quelqu'un. Elle a manipulé son fils pour qu'il l'aide à trouver quelqu'un qui la débarrasse de Ron. Elle lui a fait peur en lui faisant croire que si elle divorçait, John et elle se retrouveraient à la rue sans un sou. Velma a semé le doute dans l'esprit de Jonathan. Et ça a marché. Il a décidé d'agir pour l'aider. J'ai dit à ma mère que Wilson ferait probablement ce qu'elle lui demanderait de faire. Mais je ne savais pas que ce serait un meurtre. À peu près au même moment, le résultat de l'analyse de l'empreinte palmaire est arrivé. C'était la paume de la main droite de Wilson dans le coffre de la Mustang. C'était bien Wilson Seyatchak qui s'était planqué dans le véhicule et avait tué Ron. Wilson comprend qu'il est temps de se mettre à table. C'était du fric vite gagné et j'avais besoin de thunes. Vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé? John appelle Wilson et lui dit que c'est pour cette nuit-là. Wilson se rend alors chez les Whitehead.
Les deux garçons ont joué sur l'ordinateur toute la nuit. Quand ils ont entendu Ron se lever, ils sont descendus au garage. John donne à Wilson un des pistolets Makarov de Ron. Velma aussi descend au garage et tend à Wilson une paire de gants, qu'il n'enfile pas. Puis Wilson se glisse dans le coffre de la Mustang, armé du Makarov. Le dernier texto envoyé avant que Ron ne parte est de John. Il descend, attention. Ron s'est préparé comme tous les matins. Il monte dans sa Ford Mustang, sort du garage, Velma lui fait au revoir à la fenêtre de la maison. Quelques kilomètres plus tard, Ron s'arrête à un stop au carrefour. Wilson rabat le dossier de la banquette et se faufile sur le siège arrière. Wilson a levé la main, l'a appuyé à l'arrière de mon crâne et m'a dit « c'est là que j'ai tiré ». Tandis que la voiture se remet en mouvement, Wilson passe sur le siège passager et pousse Ron sur la chaussée. Puis il se penche à l'extérieur et achève sa victime de 3 balles dans le dos. Le reste, ils m'ont répondu « Ok Wilson, plus tard, on te filera ton fric, p***. » Combien vous avait-il promis? 1000 $. Velma avait tout planifié. Ron est mort pour 1000 $. 1000 $. Velma a été arrêtée et conduite à la prison du comté. La surprise est totale. La police a arrêté Velma pour le meurtre de son mari Ron. D'après les enquêteurs, elle avait 2 complices. Son fils John, 18 ans, et un ami de celui-ci, âgé de 17 ans. Toutes les fois où on s'était adressé aux médias pour supplier le coupable de se rendre, pas une seconde, je ne m'étais douté que cette personne était là, à mes côtés. Je n'ai rien vu venir, rien du tout. Je n'y croyais pas. C'était absolument inconcevable. Je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait être impliqué. En l'absence d'éléments tangibles prouvant sa participation au meurtre de Ron, on lui a offert de plaider coupable d'homicide volontaire. En échange, on renonçait à la poursuivre pour l'arme, un crime passible de 5 ans de prison supplémentaire. Elle a accepté. Que plaidez-vous à l'accusation d'homicide volontaire? Coupable ou non coupable? Coupable, monsieur le juge. Et puis, coup de tonnerre au tribunal. Pendant le procès, elle tente de faire croire qu'elle avait été sous la coupe d'un mari violent. Violence physique, agression verbale. Velma tente de faire passer Ron pour un monstre auquel elle aurait cherché désespérément à échapper et explique que son assassinat était une forme de légitime défense. La famille de Ron Whitehead a riposté, affirmant qu'après avoir tué son mari, elle tentait de détruire sa réputation. Personne dans notre famille n'a jamais entendu parler, ni été témoin de la moindre brutalité de la part de mon père. Malheureusement, il ne peut venir se défendre de ces accusations méprisables et ignobles. Une fois de plus, elle cherchait seulement à échapper à la condamnation qui l'attendait. Il ne pourra jamais me pardonner. C'est une certitude avec laquelle je devrais vivre jusqu'à la fin de mes jours et une punition bien plus lourde que celle que la cour m'infligera. Le juge a parlé de l'arme de crocodile et il a ajouté 2 ans de plus à la peine qu'elle avait négociée.
Vous vous êtes montré égoïste et fourbe. Je ne vois rien chez vous qui mérite la clémence. Je pense que la peine à laquelle elle a été condamnée était juste. Même si elle ne voulait pas ce qui est arrivé, c'est arrivé. A-t-elle fait le mauvais choix? Oui. Aurait-elle dû aborder la situation différemment? Absolument. Est-ce que j'excuse ce qu'elle a fait? Non. Certains font n'importe quoi pour un peu d'amour et d'attention. Finalement, si Wilson Seyachak a plaidé coupable d'homicide, c'est parce que le bureau du procureur avait écouté ses conversations en prison avec sa mère. Elle lui a dit « Dis-moi la vérité, est-ce que tu l'as fait ?»« Oui, oui, maman, je l'ai fait. » Il a avoué à sa mère qu'il avait tué Ron Whitehead. Au bout du compte, il n'a pas voulu mentir à sa mère. C'est ce qui a scellé son sort. D'un côté, il y a la mère de Wilson qui lui dit d'agir correctement et de dire la vérité. Et de l'autre, Velma Whitehead, qui implique son fils dans ce crime horrible. Mon frère a refusé de négocier avec l'accusation car il était convaincu qu'à l'issue du procès, il serait reconnu non coupable. Il a passé tout le procès le regard fixé sur ses mains. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas voulu me regarder. Nous, le jury, déclarons l'accusé coupable d'homicide volontaire. John est condamné à 25 ans de prison. Velma a pris la vie de Ron, mais aussi celle de son fils. Convaincre son propre fils d'assassiner son mari, c'est la pire trahison qu'une mère puisse commettre. Cette mère a entraîné son fils dans ses problèmes conjugaux, dans sa frustration. C'est une photo de mon père et moi qui me touche particulièrement. À son enterrement, il y avait énormément de monde. Des gens qui ont raconté plein de belles histoires sur lui. Des gens pour qui il comptait et à qui il allait manquer. Je ne l'oublierai jamais. On a obtenu justice pour Ron Whitehead, un homme normal, qui travaillait dur et qui était parti de chez lui ce matin-là sans se douter qu'il serait assassiné par ceux qu'il aimait et en qui il avait confiance. Mon seul regret est que la véritable instigatrice du crime n'ait pas passé autant de temps en prison que les deux jeunes gens qu'elle avait convaincus de commettre ce meurtre. Mais je suis sûre que Velma Ogden Whitehead a sa place en enfer pour ce qu'elle a fait.